Eh bien, bonsoir ou bonjour sur Internet, il n'y a plus vraiment d'heure. Les odeurs de vin chaud et de brétala nous enivrent puisque c'est la dernière émission de l'année. On se retrouve en ce mois de décembre pour ce dernier numéro de Mulhouse et vous. Mulhouse et vous, cette émission à l'initiative de l'association Mulhouse J'y crois, elle existe depuis maintenant de manière mensuelle depuis le mois de juillet dernier. Elle est faite par des Mulhousiens passionnés, pour des Mulhousiens et pour les personnes au-delà de Mulhouse. Comme d'habitude, je ne suis pas seul en plateau. Noémie, tu m'accompagnes pour ce dernier numéro. Salut Yvan. Comment vas-tu? Je vais très bien. Ta tenue est magnifique. Merci. Et je me suis mis aux couleurs de Noël, tu as vu. Eh bien, tu t'es mise aux couleurs de Noël. Et puis c'est vrai que la fin d'année, elle est synonyme de fête, elle est synonyme de cadeaux. Et toi, tu as souhaité nous parler aujourd'hui de quelque chose qui te tient à cœur. Oui. T'es prête à ça? Je suis prête. J'envoie un jingle. Allez, c'est parti. C'est la chronique de Noémie. Alors pour cette dernière chronique de l'année, déjà, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me parle tout particulièrement, c'est la seconde main. C'est vrai que, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été sensibilisée à la consommation de seconde main. Je pense que ça fait 15 ans que j'ai pas acheté un article dans un magasin. Me lever à 6 h le dimanche matin, l'été, quand il fait beau, c'est mon quotidien. Pour aller chiner des vêtements, du mobilier, etc. Donc c'est vrai que ça c'est mon quotidien. Et je trouvais intéressant de parler de la seconde main parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que ça devient un petit peu à la mode. Je pense que c'est en partie grâce aux réseaux sociaux. Mais c'est vrai que là, je parle d'il y a 15 ans en arrière, c'était un peu... là j'étais ado, c'est un peu la honte de s'habiller de seconde main, de dénicher des pépites en ressourcerie, les friperies, les marchés aux puces, les brocantes. Et là, ça redevient un peu à la mode, donc je trouve ça cool. Et le fait de choper de seconde main, c'est aussi, je trouve, ça relève un petit peu du challenge. Parce que moi, je trouve que c'est trop facile d'aller... On a envie de quelque chose de nouveau, une nouvelle veste, un nouveau meuble pour la télé, etc., d'aller en magasin et de l'acheter, c'est trop facile. Et je trouve que c'est hyper gratifiant de trouver la pépite qu'on cherche depuis des mois dans une ressourcerie, dans un Emmaüs. Et ouais, c'est hyper cool et hyper gratifiant. Donc c'est vrai que pour là, les fêtes de fin d'année, j'ai bien envie de lancer un petit défi aux Mulhousiens, de peut-être d'avoir cette année, en 2024, une liste de cadeaux 100% seconde main. Il y a des applis qui existent aujourd'hui, on va pas les citer, mais voilà, c'est vraiment hyper varié pour faire des wishlists finalement de seconde main. Et j'ai bien envie de lancer ce défi-là, d'avoir cette année un shopping 100% responsable pour les fêtes. Eh bien, lançons ce défi aux Mulhousiens. Noémie, toi qui aimes ça depuis des années, est-ce que tu as des bons plans quand même à nous donner? On s'oriente vers où? Tu parlais de Emmaüs, évidemment. J'ai des adresses quand même qui sont chères à mon cœur et qui me sont vraiment fétiches. On peut parler des labels Fripe, des magasins du Relais Est. J'aime beaucoup aussi la Cité du Réemploi, donc à Ilzac. On a l'Armée du Salut à Kingersheim qui a ouvert là tout récemment un magasin sur Motoko, donc au centre-ville, presque centre-ville de Mulhouse, les Emmaüs aussi. Donc il y a vraiment des pépites et il faut juste aller fouiller pour les dénicher. Bon, c'est ta passion et tu nous donnes envie de le faire. Cette année, le challenge est lancé par Noémie. Faites des cadeaux, offrez de la seconde main. Merci Noémie. Merci à toi pour ces éléments-là. Écoute, ce que je te propose, si tu veux bien, on a un invité exceptionnel, pas de thématique précise encore une fois, c'était le cas déjà au mois d'octobre, pas de thématique précise sur cette émission, mais un invité, on est simplement allé à sa rencontre. Ce que je vous propose, c'est de nous accompagner vers notre invité de ce mois de décembre. Eh bien, on se retrouve avec notre invité du mois de décembre. Il s'agit de Dominique Schelcher. Je ne vais pas le présenter et je vais le laisser faire la présentation. Dominique Schelcher, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais à l'instant à nos spectateurs, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Très bien. Alors, je suis un Mulhousien, chef d'entreprise qui a une double vie, en fait. Je suis à la tête d'un supermarché, un Super U à Fessenheim, dans la Plaine. Pas tout à fait ici, mais c'était l'entreprise familiale que j'ai reprise. Et je suis aussi le PDG de notre coopérative, la coopérative U. Et donc j'ai cette double vie, 4 jours à Paris pour diriger la coopérative, 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 75 000 collaborateurs, dont le siège est donc à Rungis, à côté de Paris. Et puis le vendredi et le samedi, je suis dans mon magasin en Alsace et je dors à Mulhouse. Très bien. La première question que j'aimerais vous poser, Monsieur Schelcher,
Quelles sont les valeurs principales auxquelles vous êtes attaché et qui ont guidé votre parcours depuis l'épicerie familiale, hein, celle de vos parents à Fessenheim, jusqu'à votre prise de fonction aujourd'hui au sein de Coopérative U? Ah, mes valeurs, elles sont toutes simples, hein. La première, c'est le travail. Ça, c'est évidemment la base, hein. C'est ce que m'a appris mon père. D'abord, beaucoup de travail, évidemment, pour mener ces deux vies, finalement. Et tous mes engagements, et porter mes engagements, c'est la première chose. La deuxième, je dirais, c'est la passion. On ne fait pas ce métier sans passion, évidemment, parce qu'il est très prenant, il est très engageant. On est au service des clients tous les jours, et on remet tout en jeu tous les jours, à la fois individuellement dans mon entreprise, mais aussi au sein du groupe, finalement. Et donc tout ça ne marche pas sans passion. Et après, une valeur qui est très importante pour moi et qui est fondamentale, c'est la proximité. La proximité de tout, en fait, de l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles je travaille, mes clients, mes collaborateurs, mes fournisseurs, les producteurs locaux particulièrement. Donc la proximité, c'est quelque chose pour moi d'extrêmement important. Et tout ça, je rajoute un dernier truc, il faut le faire sans se prendre la tête et en restant comme on est et en toute simplicité. Le travail, la passion, la proximité et en restant tel que l'on est. Tout à fait, absolument. Quelle est votre vision aujourd'hui du commerce de proximité dans les villes? Alors, pour moi, le commerce de proximité dans les villes a beaucoup évolué et a connu des cycles ces dernières années. Donc, souvent, on nous accuse, nous, la grande distribution, parce que je suis aujourd'hui un représentant de la grande distribution, d'avoir fait se vider les centres-villes. Et donc, je m'oppose à cette vision et je vais vous raconter une autre histoire et ça va me conduire à la vision peut-être que j'ai aujourd'hui. En fait, dans les années 60, il y avait plein de gens, ou avant les années 60, plein de gens habitaient en ville. Les villes étaient pleines, il y avait plein de monde, etc. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui est apparu, c'est l'automobile, et l'automobile individuelle. Et cette automobile individuelle a donné envie aux gens qui habitaient dans les centres-villes et qui n'avaient pas de voiture, qui utilisaient les transports en commun, qui se déplaçaient dans la ville, d'avoir une voiture, d'avoir la liberté. Et qu'est-ce qu'il fallait pour avoir une voiture et la ranger? Le petit pavillon en banlieue, le petit garage qui allait avec, etc. Et donc il y a eu ce mouvement de sortie de la ville d'un certain nombre de gens avec le pavillon, la voiture, etc. Comme les centres-villes se sont vidés de leur population, un certain nombre de services sont partis et nous, on a accompagné ce mouvement. Parce qu'on était aussi en ville, mais puisqu'il y avait moins de monde et moins de gens à nourrir en ville, on a quitté la ville, on est allé s'installer en périphérie, comme d'ailleurs des services publics aussi, hein, des grands services publics qui ont quitté. Et donc tout ça s'est installé en périphérie de ville. Et c'est ce mouvement-là qui s'est passé. Et donc à un moment, pendant quelques années, effectivement, les cœurs de ville souvent se sont vidés, etc. Et puis il y a eu un mouvement inverse. À un moment, il y a une prise de conscience où toutes les choses se sont inversées, on a vu les choses différemment, et comment dire, les maires, les municipalités, tous les acteurs des cœurs de ville se sont dit maintenant on ne peut pas se contenter de la situation actuelle, il faut redynamiser tout ça, il faut faire revenir du monde, il faut faire revenir des commerces, revenir. Et nous, on a accompagné aussi ce mouvement dans le sens inverse, en revenant beaucoup aussi dans les cœurs de ville avec des surfaces plus petites, où aujourd'hui on est capable de faire la totalité de ses courses sans prendre sa voiture et aller en périphérie pour faire des pleins complets. Et donc pour moi, l'avenir du commerce de centre-ville, il est là, dans une ville extrêmement, dans un centre-ville extrêmement mixte, avec des habitants, parce qu'une ville ne vit pas au cœur de ville sans des habitants, ça c'est la base. Ensuite, avec des commerces pour rendre des services à tous ces gens-là et aux gens qui viennent de l'extérieur. Et là, il faut de l'attractivité, il faut des enseignes, il faut des marques, il faut plein de choses. Et il faut aussi des services, et suffisamment de services, et des services qui ne sont pas qu'en périphérie, mais qui sont aussi au cœur de la ville. Donc c'est à mon avis ce mix de tout ça qui est en train de renaître dans beaucoup de villes, avec réussite à Mulhouse, je pense, mais on en reparlera. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut voir les choses et continuer à développer la ville, tout en la rendant, attention, accessible à ceux qui viennent de l'extérieur, avec les bons transports, les bons parkings pour ceux qui viennent quand même en voiture, etc. etc. Donc voilà, je pense que le mouvement est enclenché dans plein de villes, encore une fois ici à Mulhouse, et c'est celui-là qu'il faut poursuivre.
Très bien. Merci pour cette réponse complète. Quelles seraient, s'il y en a, on se rattache un petit peu à notre ville et à notre région, quelles seraient les particularités que nous pourrions noter sur le comportement des consommateurs, justement en Alsace, par rapport au reste de la France? Vous avez une vision nationale, et vous êtes attaché à notre région, il y a cette ville qui est Mulhouse. Quelles seraient ces différences-là, s'il y en avait à noter? Oui, il y en a à noter. C'est que le consommateur alsacien est extrêmement attaché aux produits régionaux et locaux, plus que dans les autres régions. Et quand on analyse la France et quand on la regarde au niveau global, il y a deux populations qui ont ce même attachement, ce sont les Alsaciens et les Bretons. Et d'ailleurs, Alsaciens et Bretons, en termes de tempérament, de vision culturelle, ont beaucoup de points communs. Et ils ont en tout cas ce même attachement-là à leurs produits locaux et régionaux. Et donc, par exemple, dans un magasin comme le mien, mais je pense que c'est vrai dans toute la grande distribution, la part de produits locaux régionaux est beaucoup plus importante. Et par exemple, à contrario, la part de produits à notre marque, la marque U chez nous, on en vend un peu moins que mes collègues, par exemple, du centre de la France ou de Nantes. Voilà, ça c'est la grande caractéristique et il faut continuer à cultiver ça. On a la chance et l'opportunité d'avoir un choix extraordinaire de produits locaux et régionaux. Et donc nous, on met ça en avant depuis toujours chez U, c'est notre ADN. C'est notre ADN et on n'arrêtera pas de le faire, quoi. Oui, bien justement, ça éveille une autre question en moi. Consommer local, donc on comprend bien là que notamment les Alsaciens et les Bretons dont vous parliez, c'est vers là qu'on souhaite tendre. Mais consommer local, ça semble de temps en temps plus cher pour le consommateur. Tout simplement, est-ce vrai ? Écoutez, sur le plan des prix, on peut dire oui et non. Il y a des produits qui sont pas chers du tout, et puis d'autres, parce que les producteurs jouent la qualité, l'emploi local, la sélection de bons ingrédients. Oui, ça peut être un peu plus cher qu'un produit standard dont les ingrédients viennent de l'autre bout du monde, mais ça se justifie. Et pour moi, il n'y a pas plus cher ou moins cher, il y a est-ce que c'est un prix juste en fait? Est-ce que c'est un prix juste? Est-ce que ce prix proposé par ce producteur local est le juste prix? Et vous savez, nos consommateurs alsaciens ne s'y trompent pas. Ces produits ont du succès, donc même si parfois certains peuvent être un peu plus chers, ils acceptent de payer ce prix-là parce qu'ils savent qu'ils ont une qualité qu'ils ne trouvent pas par ailleurs. Donc la question est-ce que c'est un prix juste en fait? Aujourd'hui, une famille de classe moyenne se retrouve parfois en difficulté pour boucler les fins de mois. Et un budget sur lequel ces familles-là sont très regardantes, c'est le budget des courses. Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous êtes patron de la coopérative U, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes, ou quelles seraient les solutions qu'elles pourraient employer pour vivre ces fins de mois difficiles un peu plus sereinement? Alors, c'est le cœur du sujet actuellement, hein. On vit cette inflation depuis 2 ans et demi maintenant et c'est une vraie difficulté pour une partie importante des Français, clairement. Donc là, il faut, et je l'observe, les gens font des achats de plus en plus malins, hein. Ils chassent les promotions, bien évidemment. Ils utilisent à fond leur carte de fidélité. Donc ça, il faut le faire aussi parce que tu cumules des euros, en tout cas par exemple chez nous, et c'est très important, mais il y a plein d'autres choses à faire. Il y a une chose qui me frappe, par exemple. Souvent, moi j'adore observer le contenu des chariots de course. Et j'observe que parfois, les gens les plus modestes, dont on voit bien que c'est un peu plus tendu, c'est souvent eux qui ont le plus de produits transformés dans le chariot. C'est-à-dire, par exemple, un hamburger déjà fait ou des choses comme ça, etc. Donc des produits transformés, tout fait. Eh bien, il est évidemment bien plus rentable pour le budget familial d'acheter une escalope, quelques pommes de terre et un légume et de préparer et de cuisiner à la maison, d'avoir éventuellement des restes que l'on peut reprendre le lendemain, plutôt que d'acheter des plats préparés. Et on a un vrai sujet, je pense, derrière votre question, en France, d'éducation à l'alimentation, qui est profond. Il y a, je pense, toute une génération, toute une partie de la population qui n'a plus appris à cuisiner, qui achète donc du tout prêt, tout facile, qui peut être plus cher, alors qu'en cuisinant soi-même, on peut s'en sortir beaucoup mieux. Et je vous prends un seul exemple. Je discutais il y a peu de temps avec le président de la Banque alimentaire et il me disait l'exemple suivant. Dans un centre, on a reçu d'un donateur une palette entière de choux-fleurs. À la fin de la journée, on n'avait pas donné un seul chou-fleur. Pourquoi? Parce que les gens, certains ne savaient pas ce que c'était et d'autres ne savaient pas comment le cuisiner. Voilà où on en est
avec une partie de notre société. Et donc, il y a beaucoup à faire. Et derrière ça, il y a, je pense, des solutions pour le pouvoir d'achat aussi, quoi, en plus de les promotions, les prix bas, etc., tout ce qu'on peut faire classiquement dans un commerce, quoi. Donc l'éducation sur l'alimentation et la manière de manger est un sujet primordial. Primordial dans les années qui viennent, et je pense qu'on a tous collectivement un rôle à jouer dans ce domaine-là, face encore une fois à des gens qui parfois n'ont pas appris ça, n'ont pas eu la chance d'avoir une grand-mère qui a appris à faire, à cuisiner, etc., tranquillement. Bon, eh bien, la transition est assez intéressante. Vous nous aviez parlé de votre vision du commerce aujourd'hui en ville. Selon vous, à quoi va ressembler le commerce de proximité dans les centres-villes dans le futur? Dans le futur, écoutez, c'est là. J'ai pas de recette miracle, hein. J'ai pas de, comment dire, j'ai pas, voilà, une boule de cristal qui pourrait dire ce sera comme ci ou comme ça. Par contre, je pense qu'il faut prolonger toutes les bonnes tendances actuelles, c'est-à-dire proposer encore une fois en cœur de ville à la fois les bons commerces de proximité avec des amplitudes d'ouverture très importantes, hein. Je vis une partie du temps à Paris, je le vois, les Parisiens ne se posent pas de questions, est-ce que c'est ouvert ou pas, comme parfois on peut se le poser en Alsace. Tu descends, tu as toujours une épicerie ouverte à proximité de chez toi, à Paris par exemple. Le cœur de ville demain, quelle que soit la ville, ce sera ça, un commerce ouvert avec une grande amplitude horaire, quel que soit le jour de la semaine en service. Ensuite, faire vivre un centre-ville commercialement, c'est de l'attractivité, c'est faire venir des gens de l'extérieur. Et donc pour ça, rien de mieux que des marques, des enseignes fortes. Et ça, on connaît en France la puissance des marques, etc. Et c'est vrai qu'à Mulhouse, ces dernières années, il y a quand même eu, grâce à l'animateur du centre-ville de Mulhouse, un sacré retour des marques dont tout le monde parle et que tout le monde constate et qu'on voit tous. Donc ça, c'est à mon avis un ingrédient important. Je pense que les services publics doivent être pas loin non plus de ces centres-villes pour les faire vivre. Et après, il y a tout l'aspect commodité de transport, d'accès, le train, etc. Et par exemple, quelque chose d'important aussi à Mulhouse, que je vois en exemple à Mulhouse, c'est que demain, la gare de Mulhouse sera un jour connectée avec l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Ça, c'est fondamental pour mettre de la fluidité. On a la chance d'avoir un aéroport trinational extraordinaire avec plein de destinations qui fait venir du monde. Le jour où il sera connecté à Mulhouse en direct par un train, voilà, ça c'est un autre exemple, quoi. Donc c'est l'accumulation de tout ça qu'il faut continuer à travailler en détail pour rendre la ville attractive. Et après, il y a toutes les dimensions autres, hein, mais culturelles, etc., bien sûr. Dominique Schellcher, Mulhouse et vous est une émission qui a à cœur de parler de Mulhouse à sa juste valeur. Vous habitez Mulhouse et vous rentrez à Mulhouse tous les week-ends. Quelle est votre relation à cette ville, à notre ville? C'est quoi les endroits dans lesquels vous aimez aller? Quels sont vos endroits donc favoris? Puis quels sont les lieux et les endroits à Mulhouse auxquels vous êtes attachés? Alors écoutez, tout d'abord, si vous me posez cette question, d'abord, je voudrais dire que d'abord je suis un campagnard, c'est-à-dire que j'ai grandi à la campagne. Je suis né à Colmar, je ne suis pas né à Mulhouse et j'ai grandi à la campagne. Même Mulhouse était toujours notre ville de destination depuis tout petit, d'accord? Avec mes parents, on venait faire des courses à Mulhouse. Donc d'abord, Mulhouse, pour moi, c'est des souvenirs. C'est la rue du Sauvage en voiture. C'est la cour des Maréchaux, qui n'était pas une cour, qui était une grande place, qui était un grand parking. On venait se garer pour aller en centre-ville. C'est la place de la Réunion où on circulait encore en voiture. Alors, je ne dis pas ça parce que je le regrette, c'est formidable aujourd'hui. Mais c'est d'abord des souvenirs d'enfance. C'est des odeurs aussi. Alors, il y en a une particulière qui me revient, c'est le magasin du Globe. C'était le premier grand magasin que j'ai pu visiter gamin, hein, avec au dernier étage le rayon des jouets quand même, hein, dont je pense beaucoup de Mulhousiens se souviennent. Alors tu rentrais par le rez-de-chaussée du Globe et tu étais pris à la gorge par l'odeur du café, puisque à l'époque, il y avait de mémoire encore au rez-de-chaussée, on faisait du café, des paquets de café et tout ça. Donc enfant, je me souviens de tout ça, de toute cette ambiance-là, et déjà que Mulhouse, pour moi, était une destination. Et puis finalement, j'ai fini par y travailler à Mulhouse, hein, puisque avant de travailler dans le commerce, j'ai travaillé 3 ans au journal L'Alsace, avenue Kennedy.
Donc j'ai vécu cette ville pendant plusieurs années de l'intérieur, tous les jours, au restaurant à midi, etc. Et je garde cette période de formidables souvenirs. Donc vous voyez déjà plein de choses dans ma tête. Ensuite, je dirais qu'après, je me suis un peu éloigné, j'étais beaucoup à Paris, tout ça, et je trouve que cette ville a beaucoup changé. Je n'y habitais pas d'abord, la ville a beaucoup changé. On le voit d'ailleurs dans tous les classements, dans les classements de ville. On voit que Mulhouse est remonté, qu'il fait bon vivre à Mulhouse, que pour plein de choses, l'habitat c'est reconnu comme un bon rapport qualité-prix. Et ben, tout ça, moi, je le vis. Et donc, ces dernières années, finalement, j'ai fini par m'y installer parce que c'est un bon compromis entre une ville et tous ses avantages. Et en même temps, on peut habiter dans des quartiers qui sont très verts et qui sont vraiment sympas avec de l'habitat pavillonnaire, etc. Et donc, ce compromis-là est formidable. Donc après, si je devais dire à quoi je suis vraiment attaché, pour moi, Mulhouse, c'est la place de la Réunion, hein, c'est le marché de Noël à Noël, c'est là quand même on sent que la vie vit et que tout est irrigué par là, donc je suis attaché par ça, mais je suis attaché par d'autres choses. J'adore courir dans la ville. Donc tous les dimanches matins, on peut me croiser en courant dans Mulhouse, et j'adore courir en ville. Donc ça aussi, c'est quelque chose auquel je suis attaché. Et finalement, c'est une ville que je trouve très propre, qui s'est beaucoup améliorée aussi sur ce plan-là. Et donc non, moi je trouve qu'il fait bon vivre à Mulhouse, quoi. Parfait. Question très simple, quelles sont selon vous les forces de cette ville? Alors les forces, je trouve qu'il y en a beaucoup. La première, c'est sa position géographique, hein. Au cœur des 3 frontières, avec des connexions importantes, on est vite aussi ailleurs, on bénéficie d'une ville qui a plein d'atouts, et en même temps on est vite ailleurs. Donc ça, moi je trouve ça formidable, et pour beaucoup circuler en France, c'est de loin pas le cas partout, hein. Une position comme ça, un peu trinationale, qui brasse aussi du monde, etc. Donc premier point. Deuxième point, donc une ville qui s'est beaucoup remise en cause ces dernières années, et qui a bougé dans le bon sens, je pense. Je l'ai dit, mais je me répète, elle est plus accueillante, elle est plus propre, on y circule mieux. Le tram a quand même bouleversé les choses aussi, c'est un souvenir. C'est difficile les travaux du tram, mais aujourd'hui, on n'imaginerait pas cette ville sans son tram, sa fluidité, etc. Donc ça c'est important. Le logement, je pense que le logement, on peut bien se loger à Mulhouse. On a des belles écoles et l'université. Il y a des pôles d'excellence. C'est une ville sportive aussi, avec quand même beaucoup de choses qui se font à Mulhouse, donc ça c'est très positif. Et après, avec ce grand passé industriel, textile, etc., qui laisse tellement de traces et tellement d'empreintes, je trouve qu'il y a une renaissance actuellement autour de certains projets, comme le fameux KM0, oui, qui est ce lieu d'accueil d'entreprises de pointe, où les gens se croisent, où ils échangent, où les plus grandes entreprises mondiales viennent pour mettre leur centre d'innovation, etc. Donc c'est bien le signe que cette ville se réinvente au goût d'aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui. À KM0, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Oui. Donc c'est tout ce mélange-là qui fait les forces et les atouts de la ville, hein. Et puis je pense qu'elle en a encore sous le pied et qu'elle peut faire encore beaucoup mieux dans les années qui viennent. En face de ces forces, Monsieur Schelcher, il y a certainement des faiblesses et des axes d'amélioration. Selon vous, quels seraient-ils? Alors vous voyez, pour venir à cette interview, ça n'a pas été simple de rejoindre le parking de la Cour des Maréchaux. Je suis venu en voiture parce que je viens de mon magasin, je viens de la campagne, et donc il fallait que je vienne en voiture. Ça n'a pas été tout à fait simple. Donc je pense que parfois le plan de circulation, j'ai vu, il est en cours de progrès, mais puis il y a peut-être encore des petites améliorations à faire, mais ça c'est un détail. Je pense qu'il faut aller plus loin sur le côté innovation. On a parlé de KM0, il faut sans doute aller plus loin. Je crois qu'il y a plein d'autres projets dans ce quartier là-bas de la Fonderie avec d'autres idées. Peut-être sur le plan culturel, on peut aller peut-être un peu plus loin. Parfois, je trouve qu'il y a
de la culture très élitiste d'un côté et de la culture populaire de l'autre, mais parfois il peut peut-être manquer un intermédiaire. Je trouve que le côté culturel à Mulhouse mériterait d'être poussé un peu davantage. Alors c'est peut-être mon côté un peu parisien qui parle, où on a la chance d'avoir à Paris tellement de choses, mais cette ville qui a des beaux musées, etc., pourrait mettre ça peut-être un tout petit peu plus en avant. Ou alors si elle le fait, je ne le perçois pas par contre. Très bien, mais c'est très intéressant puisque nous avions eu l'occasion d'en parler dans une de nos précédentes émissions sur l'aspect culturel de la ville de Mulhouse, donc c'est entendu. D'accord. Monsieur Schelcher, ce sera ma dernière question. C'est une question qu'on aime bien chez Mulhouse et vous, c'est de vous mettre entre les mains une baguette magique et de vous proposer de réaliser un rêve pour Mulhouse. Quel serait-il ? C'est marrant que vous me posiez cette question. Par exemple, il y a un truc dans mon métier que j'adore, c'est faire des entretiens de recrutement. Oui. Et je pose toujours, une de mes questions, c'est si vous avez une baguette magique dans la main, patati patata. Donc là, si j'en avais une pour Mulhouse. Alors, très bonne question. Écoutez, peut-être ce qui manque à cette ville aujourd'hui pour encore mieux la faire connaître, la faire émerger, la faire plus attirante encore. Il n'y a pas que le marché de Noël, tout ça. Il manque, à mon avis, un grand événement qui serait bien associé à Mulhouse et qui, à ma connaissance, n'existe pas aujourd'hui. Un événement culturel, je sais pas, sportif, je ne sais pas, mais on dirait ça c'est Mulhouse. Et ça, à mon avis, peut-être pour lui faire franchir encore un cap dans sa notoriété, dans son attraction d'un peu plus loin, ça pourrait être ça. Alors j'ai pas d'idée précise, ne me demandez pas lequel. Il faudrait, à mon avis, se baser sur les atouts de la ville, son passé, son histoire, voir autour de tout ça, et puis essayer par contre de peut-être trouver un événement un peu populaire qui rassemble tout le monde, mais qui ferait venir du monde de plus loin. On dirait « Ah, ça c'est Mulhouse, quoi ». Voilà. Bien. Eh bien, Dominique Schelcher, merci beaucoup. Ben, merci de votre invitation. D'avoir accepté d'être venu, et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. On approche de la fin de cette année 2024. Nos meilleurs vœux pour on souhaite le meilleur à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Monsieur Schelcher. C'est l'heure maintenant de la dernière surprise de l'année. Cette surprise-là, eh bien, je vais appeler Kautar pour vous la présenter dans notre rubrique, la dernière de l'année. C'est l'artiste du mois avec Cerise FM. Kautar, avant d'aller boire un bon vin chaud et d'aller manger ces bredala qui nous donnent envie, eh bien, tu nous as réservé une dernière pépite, un dernier artiste que tu vas nous présenter maintenant. De qui s'agit-il ? Exactement, je vais vous présenter une voix, la voix des voix, puisqu'il est chef de chœur et chanteur à ses heures perdues. Il se produit avec son groupe de gospel, mais aussi tout seul sur des grandes scènes comme l'Éden de Sausheim. Je vous laisse découvrir en vidéo Joe. Salut Joe. Salut Kautar. Comment tu vas? Très bien, merci de me recevoir. Mais merci à toi d'avoir pris le temps de venir te présenter. Dis-nous tout, raconte-nous tout, on a hâte d'apprendre à te connaître. Eh bien, je viens de Madagascar et ça ne se voit pas comme ça en tant qu'Alsacien. Je suis arrivé à Mulhouse il y a un peu plus de 20 ans de cela, exactement 21 ans, oui, il me semble. Et mon activité principale musicale est que je suis chef de chœur et directeur artistique d'une chorale de gospel à Mulhouse. Non, à Colmar, pardon. Ça s'appelle Ubuntu Gospel. Ok, très bien. Et sinon, je suis auteur-compositeur aussi. Je suis soliste, choriste, ça dépend des projets. Je coach des groupes aussi. Ok, très bien. Est-ce que ça t'arrive de faire des événements dans le coin? Est-ce que tu as des petits tips, des petits endroits? Ou est-ce que tu as déjà tourné pour nous donner un petit peu une idée de ce que tu as pu faire dans le coin? Ou est-ce qu'on peut te suivre? Oui, je me suis produit en soliste avec mon ami Eric, que vous allez voir tout à l'heure, un guitariste. On s'est produit à Strasbourg, au Pourtalès. Et puis, nous sommes ouverts à toute proposition. C'est pas tombé dans l'oreille dans le sourd, je pense. Oui, et sinon, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Ok. Dis-nous un petit peu ce qui te rattache à Mulhouse, ce que Mulhouse t'a apporté en tant qu'artiste, les connaissances, les connexions que tu as fait musicalement, artistiquement parlant. Oui, alors Mulhouse, c'est surtout, comme tu as dit, les connexions, le réseau.
parce que j'ai fait ici la connaissance de personnes, de collègues, artistes, d'amis, avec qui j'évolue depuis quelques années. Donc, dont Eric et Olivier, qui sera au Caron. Ok, parfait. Eh ben, je te remercie beaucoup, Joe, pour le temps que tu nous as accordé. On retrouve tout de suite sur la scène du Noumatrouf, Joe. Everyone's feeling pretty. It's hotter than July. Though the world is full of problems, they couldn't touch us even if they tried. From the park I hear rhythms, murder's hearts on the bars. Tonight there will be a party on the corner at the end of the block. 1, 2, didn't know you, who've been jumping until the break of dawn. See, nobody ever told you that you, who've been jumping until the break of dawn. You'll be jumping and jumping and jumping and jump on. They want us to join the fighting, but our answer today is to let all our worries, like the breeze through our fingers, slip away. Peace has come to Zimbabwe. There was a riot on the wine. Now's the time for celebration, 'cause we only just begun. Didn't know you, who've been jumping until the break of dawn. See, nobody ever told you that you, who've been jumping until the break of dawn. You've been jumping and jumping and jumping and jump on. Better do, better do, better do, better do, better do. You ask me if I am happy. Well, as a matter of fact, I can say that I'm ecstatic, 'cause we only just made a pact. We've agreed to get together, join us children in John. When we're moving in the right direction, the destination is the brightest star. Didn't know you, we've been jumping until the break of dawn. Yeah, nobody told you, we've been jumping until the break of dawn. Ah, yeah, 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 you've been jumping until the break of dawn. Nobody ever told you that you, who've been jumping until the break of dawn. You'll be jumping and jumping and jumping and jump on. Do-do-do, ba-da-do-do-do-do-do-do, ba-da-do, ba-da-do, ba-da-do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 , ba-da-do, ba-da-do-do-do-do-do-do, ba-da-do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 , jump on. Eh bien, c'était la dernière surprise de l'année. Kautar, merci beaucoup. Nous avons découvert Joe, artiste incroyable. Puis c'est l'heure maintenant de vous proposer d'aller, de glisser vers la fin de l'année. On vous souhaite le meilleur pour bien terminer 2024, le meilleur pour bien l'entamer. Toutes les informations, vous les retrouvez sur mulhousejcrois.com. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire de cette émission quelque chose de fort à Mulhouse. On a conclu là-dessus toute l'année, c'est la dernière pour 2024. Fred Marquet a dit « Mulhouse est une chance, mulhousez-vous bien ».